Et coucou tout le monde, je viens tout juste de terminer la fin de cette vidéo. Donc on est bien plus tard par rapport au début de la vidéo là que vous allez voir dans quelques instants. Juste pour vous prévenir que la vidéo, comme vous l'aurez vu, est très longue, elle dure un tout petit peu plus d'une heure. Du coup je vous ai mis des chapitrages dans la vidéo, donc n'hésitez pas à passer les chapitres si ce que je raconte ne vous intéresse pas ou s'il y a d'autres choses qui vous intéressent un petit peu plus. Voilà, c'était juste pour vous prévenir, donc n'hésitez pas à switcher, à passer. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et coucou tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Toujours ce petit rhume, lancinant, qui vraiment ne disparaît pas quasi 3 semaines après le début, mais bon, on va s'en sortir. Je voulais revenir vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une lecture que j'ai bientôt terminée. Il s'agit du dernier Ragnar Jonasson, La mort en blanc. Donc on est sur un polar. On n'est pas sur un thriller, on est sur un polar. Et on a dans ce roman 3 temporalités. On a l'année 1950, l'année 1983 et l'année 2012. Et tout commence en 2012 avec LJ, qui est un jeune homme qui écrit un mémoire sur un meurtre inexpliqué qui a eu lieu dans un sanatorium dans une petite ville au nord de l'Islande, petite ville qui s'appelle Akureyri. Et en fait, il se trouve que en 1983, un corps a été retrouvé, le corps d'une infirmière qui s'appelait Ivra, je crois, a été retrouvé, les 2 doigts sectionnés. C'est un corps qui a été retrouvé par une autre infirmière qui s'appelle Tina. Un homme a été a priori accusé à tort. En fait, on est quand même sur quelque chose d'assez plutôt à huis clos, puisque dans ce vieux sanatorium qui, dans les années 50, était utilisé pour soigner la tuberculose, en 1983, il ne se passe plus grand-chose. Il n'y a qu'une seule partie du bâtiment qui est utilisée à des fins de recherche administrative, etc. Et au final, dans cette partie du bâtiment où a lieu le meurtre dans les années 80, il y a donc 3 infirmières, 2 médecins et un gardien qui s'appelle Brody. Et du coup en 2012 il y a Helgi donc, qui écrit un mémoire sur cette affaire inexpliquée et qui va un petit peu rechercher à revoir les protagonistes de cette affaire. Donc forcément à certains moments il se bute sur un refus catégorique de s'entretenir avec lui parce que pas envie de remuer le passé, etc. Il y a des fois on veut bien lui parler, on va lui révéler des choses. Voilà, donc en fait sous couvert de ce mémoire il y a une espèce de réouverture de l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à la fois, on replonge dans le passé, dans les faits au moment où ils se sont passés en 1983. Et on revient aussi dans les années 50, au moment où le sanatorium était en pleine effervescence à cause de la tuberculose. En fait, ce que j'adore pour le moment dans ce roman, c'est à la fois les petits sauts de puce qu'il y a entre 1950, 1983 et 2012, mais également les personnages que je trouve très mystérieux dans le sens où chaque personnage ne semble pas montrer celui qu'il est réellement. Typiquement, au tout début, on découvre LJ, je sais pas comment on dit, qui est chez lui, on toque à sa porte, c'est la police. Et en fait, on lui dit que le voisin s'est plaint du bruit d'une dispute avec sa femme, etc. La police demande à voir sa femme, lui répond bah non elle dort, on va pas la déranger, mais c'est vrai que c'est très mal insonorisé, il s'est rien passé de particulier, vous inquiétez pas, il referme la porte. Et là il y a une petite phrase qui dit et c'est là qu'Elgie se rend compte que il avait une petite tache de sang sur sa chemise, heureusement que la police ne s'en est pas aperçue. Et en fait c'est juste ça, et en fait au final on n'arrive pas à savoir si ce personnage qui écrit ce mémoire bastonne sa femme, ou si sa femme, ou si c'est l'inverse, ou si c'est juste blessé, ou si... Et en fait, pour le moment, à aucun moment, l'auteur révèle vraiment... Enfin, il nous a juste mis dans la tête il a juste insinué dans notre tête un élément, c'est-à-dire cette tache de sang, mais sans nous en dire plus. Donc nous, on s'imagine plein de choses. Le personnage de Tina qui a découvert l'infirmière, c'est un personnage qui joue beaucoup sur son charme, sur son charisme, sur sa beauté, sur son sourire, qui est beaucoup plus intéressé par l'enquêteur Sverrir que par le fait de trouver l'assassin qui rôde. Et on en vient à se demander, mais est-ce qu'au final, elle n'a pas à voir quelque chose là-dedans? En fait, vraiment... toutes les informations qu'il nous donne sur chaque personnage, vraiment on se dit à tout moment tout peut être vrai comme tout peut être faux, et pour autant l'un dans l'autre ça fait sens. C'est très
c'est très subtil, mais c'est hyper bien foutu, hein. Franchement c'est très bien ficelé. Ryan Johnson, de toute façon j'aime beaucoup, donc vraiment ce dernier roman là qu'il a sorti, pour l'instant je suis plutôt très emballée, donc j'aimerais bien le terminer ce soir pour enchaîner sur un autre roman. Je ne sais pas encore lequel, mais peut-être que je vais enchaîner sur un roman écossais, puisque comme vous le savez, ce mercredi démarre le fameux challenge Plume écossaise que j'ai lancé, en tout cas pour vous transmettre les infos la semaine dernière. Et je suis tellement ravie et tellement touchée que ce challenge fonctionne et vous intéresse et vous enthousiasme, parce que sur la conversation Instagram, on est plus d'une centaine, sans compter du coup toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément adeptes de la conversation lors des challenges et qui vont participer de leur côté sans forcément participer aux conversations. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est complètement ok. Donc vraiment, je suis hyper ravie. Je suis aussi hyper ravie parce que je constate que l'Écosse, c'est un pays qui vous attire, que vous aimez, qui vous passionne. Il y a vraiment des adeptes de l'Écosse encore pire que moi, enfin pire n'étant absolument pas négatif, hein, bien entendu, mais qui sont encore plus passionnés, et je sens en fait que grâce à toutes ces personnes, je vais encore en découvrir plus sur l'Écosse, et je trouve ça génial. On a des personnes qui ont vécu en Écosse, on a des personnes qui ont voyagé très récemment en Écosse, qui ont parcouru l'Écosse en train, d'autres qui rêvent d'y aller, enfin vraiment on a tous les profils, mais toujours est-il que vous avez tous et toutes un lien très fort et très particulier avec l'Écosse. Et je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que ce challenge fonctionne plutôt bien, c'est que ça vous touche en fait, et ça joue un peu sur les émotions et sur des passions, sur une passion en tout cas assez forte. Et bref, c'est hyper chouette. Donc peut-être que ma prochaine lecture sera mon premier livre sur l'Écosse. Comme je vous avais dit, le challenge est composé en 2 parties. Vous pouvez y participer de 2 façons différentes. Soit en lisant un livre par mois, donc ça fait 6 livres en tout, puisque le challenge va du 1er janvier au 30 juin. Soit en remplissant 6 catégories sur 10 que je propose, donc 6 minimum ou 10 hein, si vous avez envie. Et quand j'ai fait ma propre palle et quand j'ai vu la dose de livres que j'avais sur l'Écosse, donc celles que j'ai déjà dans ma palle, mais ceux aussi que j'ai commandés via le site Momox et via Vinted, je me suis dit que clairement, l'un dans l'autre, je n'allais pas avoir assez d'une partie ou d'une autre du challenge. Donc en fait, je fais un double challenge, c'est-à-dire que je vais faire les 6 livres, un par mois, plus les catégories, pour essayer de venir un peu à bout de toute cette palle. Et au-delà d'en venir à bout, c'est vraiment une envie que j'ai de lire à fond sur l'Écosse ces 6 prochains mois. Voilà pour ça. Bien entendu, si vous voulez y participer, si vous n'êtes pas tombé sur les publications Instagram, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo YouTube, il est bien entendu encore temps d'y participer sans aucun souci. Je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant à peu près 10 minutes et que je n'avais pas du tout enclenché la vidéo. Voilà, mais comme je suis quelqu'un de très motivé et que je n'ai absolument pas envie d'oublier ce que j'étais en train de vous dire, je vais donc refaire la vidéo que je viens de faire mais que je n'ai pas enregistrée. Donc, pour la seconde fois, je voulais vous parler d'un challenge auquel je participe et auquel je n'avais absolument pas prévu de participer, puisque je l'ai découvert le week-end dernier grâce à Magdalena du compte Triple L de Mag, que vous devez sûrement connaître. Et si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller découvrir son compte et sa chaîne YouTube également. C'est un challenge qui s'appelle Read Christie 2025, et a priori il existe des éditions précédentes. Je ne sais absolument pas depuis combien de temps ce challenge existe. Alors existe, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais à la fois je ne sais pas quel autre nom lui donner. Toujours est-il que c'est un challenge qui est officiellement lancé chaque année par la société créée en 1955 par Agatha Christie, qui est du coup la société aujourd'hui qui gère tous les droits littéraires des œuvres d'Agatha Christie. Et donc chaque année, ils choisissent un thème. Cette année, c'est carrière et personnages. Et ils propose la liste officielle des livres d'Agatha Christie à lire sur l'année. Donc il y en a un par mois, donc ça fait 12 livres d'Agatha Christie en tout à lire. Donc voilà, j'avais très envie parce que Agatha Christie, je connais très mal, voire absolument pas. J'ai 4 Agatha Christie dans ma bibliothèque et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais je ne les sors jamais. Et là, je me suis dit, c'est quand même l'occasion, parce qu'Agatha Christie, c'est quand même une autrice
plutôt connu et plutôt renommé, qui a priori a une œuvre littéraire plutôt de qualité, donc je me suis dit allons-y, c'est l'occasion. Et je suis bêtement la liste proposée par Magda, qui je pense correspond à la liste officielle. Donc nous avons dans la liste 5 petits cochons, Miss Marple au club du mardi, Drame en 3 actes, Le meurtre de Roger Ackroyd, Carte sur table, Un meurtre est-il facile, La mort dans les nuages, La mystérieuse affaire de style, L'affaire Pro-Terreau, Témoin à charge, Rendez-vous à Bagdad et Mort sur le Nil. Je n'en ai bien sûr qu'un seul sur les 12, c'est 5 petits cochons, et à la fois ça tombe bien puisque c'est celui de janvier. Et les autres, eh bien, en une semaine, j'ai donc fait un second petit tour sur Momox pour une seconde commande, suite à ma première commande que j'ai fait pour le challenge écossais. J'en ai trouvé la plupart, je pense qu'il m'en manque 2 ou 3, j'irai faire un petit tour sur Vinted pour trouver ce qui me manque. Et puis voilà, puis c'est parti, on va se faire plaisir avec quelques petits Agatha Christie cette année. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse et si vous voulez participer, mais je pense que c'est un bon moyen, en tout cas, de se motiver pour découvrir l'œuvre comme ça de façon un peu intensive d'une écrivain. Et grâce au challenge écossais, j'ai découvert un nouveau compte Instagram que je ne connaissais pas. Je ne sais pas comment l'algorithme est foutu, mais je comprends pas pourquoi il ne m'a pas suggéré ce compte qui s'appelle Trenditch, qui est le compte de Lola, qui est une lectrice avec un projet fou. C'est comme ça qu'elle se décrit. Et son projet fou, c'est, tenez-vous bien, d'ouvrir une librairie pub écossais. Voilà, j'ai envie d'applaudir, j'ai envie de crier au miracle, j'ai envie de dire hurrah. Je pense que, je ne sais pas où elle est exactement, mais je pense que je serais vraiment carrément prête à traverser la France, à me faire un petit séjour dans son coin, juste pour aller découvrir cet endroit. Bouquiner un livre écossais tout en buvant du whisky, c'est un peu un goal, quoi, qui devrait être quasi quotidien, hein, voilà, disons-le. Et donc elle est hyper active sur les réseaux sociaux, elle a un Discord, elle a un canal sur Instagram, je me suis abonnée à tout bien entendu, et elle propose des bingos littéraires pour un petit peu vider sa palle. Donc je vais voir comment je peux participer à ce bingo littéraire, mais vous l'aurez compris, l'année 2025 pour moi est placée sous le signe de la lecture et de l'éternuement, puisque j'en ai un qui vient là. Il est venu, mais du coup, je vous ai épargné ce boucan d'enfer. Placé sous le signe de la lecture, du coup, cette année 2025. Alors, vous allez dire, mais Laura, tu rigoles, mais en fait, toutes tes années, toutes tes journées, toutes tes semaines sont un petit peu placées sous le signe de la lecture. Oui, certes, mais cette année 2025, j'ai vraiment que ce soit beaucoup plus intensif, j'ai envie que ce soit encore plus, j'ai envie, en fait, j'ai vraiment envie et j'ai encore plus envie de partager, j'ai encore plus envie de lecture commune, j'ai encore plus envie de discuter avec vous, j'ai envie de partager, en fait, et vraiment là, je suis dans une phase où je commence à peine un bouquin, que j'ai déjà envie de le finir pour en commencer un autre, enfin... J'ai vraiment, et puis c'est pas forcé, hein, en fait, autant il y a un moment, je vous en avais parlé, ma présence sur les réseaux sociaux a vraiment été remise en question, parce que j'avais plus envie, je trouvais ça hyper lourd, les vidéos, les posts, les photos, écrire les chroniques, etc. J'avais perdu le goût, vraiment. Et je l'ai retrouvé, comme quoi il y a des phases, et vraiment j'espère que ce goût retrouvé va durer, parce que ça fait un bien fou, et je le fais absolument pas en me forçant, en me disant il faut, là c'est j'ai envie, j'ai envie au-dessus de la tête, et c'est ce qui va me guider, je l'espère, sur toute cette année 2025. Voilà, donc vœux pour l'année 2025, lire encore plus, et boire du whisky, et aller voir cette fameuse librairie pub écossais de Lola. Voilà. En tout cas, je vous reprends bien entendu dans la semaine, hein, bien évidemment, puisque des lectures à venir, une première lecture pour le challenge écossais mercredi, enfin voilà, plein de choses, peut-être le Agatha Christie que je vais commencer aussi, enfin bref, plein de petites choses trop bien, et je vous reprends plus tard dans tous les cas. Et coucou tout le monde, mardi 31 décembre, dernier jour de l'année, j'espère que vous avez prévu de belles fêtes, de bons réveillons pour célébrer ce nouveau passage, ce passage en 2025. Je pense que moi définitivement je vais finir par faire mes vidéos en lunettes de soleil, puisqu'à chaque fois que je vous prends les rares moments où j'ai le temps de caler les vidéos, c'est toujours les moments où il fait un plein soleil dans mon salon. Alors forcément c'est pas pour me déplaire, même si clairement ça rend quelque chose de quand même très très lumineux en vidéo.
Mais il vaut mieux ça que pas de luminosité du tout. Donc écoutez, on va le faire comme ça. Je reviens avec la lecture terminée de La mort en blanc de Ranyard Jonasson, édité aux éditions de La Martinière. Alors, hier, je vous disais que j'adorais ce roman, que c'était hyper prometteur, le côté très mystérieux des personnages, un auteur qui prêche le faux pour avoir le vrai, et inversement, enfin bref, voilà. Et je l'ai terminé. Et alors, mon enthousiasme d'hier, c'est vraiment éteint, hein, complètement. Il s'est retrouvé étouffé par une fin complètement, mais surprenante. Je me suis même demandé si à un moment on n'était pas sur un tome 1 de quelque chose qui allait suivre, mais je ne crois pas à la fois, puisqu'à la fin l'affaire est résolue. Pardon, excusez-moi, mais en fait, le fait que je n'arrive pas à parler et que je bute, en fait, est vraiment à l'image de ma sensation de fin de lecture, où vraiment je suis restée un petit peu scotchée, un petit peu suspendue sur... attendez, je comprends pas, il se passe autre chose ou c'est... Non, ah oui, non, d'accord, donc on en reste vraiment là. Ok, donc franchement, un peu déçue. Je vais aller lire les quelques chroniques que j'ai pu croiser sur Instagram pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé de votre côté. C'est vrai que je le fais jamais avant une lecture parce que j'ai toujours peur de me faire un petit peu spoiler et du coup d'orienter moi-même mon avis en fonction de ce que je lis sur vos différents comptes. Mais pour le coup, là, vraiment, je trouve que, vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On est un peu estomaqué par... Enfin, moi, j'ai été estomaquée par cette fin qui est d'une rapidité assez déconcertante. J'ai trouvé que le résultat de l'enquête que mène Elgi, je sais toujours pas comment on le dit, mais... arrive de façon très rapide et très soudaine et d'un coup. En fait, tout se résout en une trentaine de pages à peine. Et je trouve qu'il y a plein de personnages qui n'ont pas été assez creusés. La relation entre Hulda et Elgi n'a, à mon sens, pas du tout été assez creusée. Pour rappel, Hulda était du coup l'une des enquêtrices sur l'histoire de l'assassinat du sanatorium en 1983, qui à l'époque, donc en 2012, donc l'époque la plus contemporaine où Elgi réouvre l'enquête pour réaliser son mémoire sur ce meurtre au sanatorium, est alors policière à la veille de prendre sa retraite. Et je trouve ça étrange en fait qu'il n'y ait pas eu plus de rapport entre Elgi et Hulda. Je sais pas, vraiment. Et alors la fin, non. Enfin, pardon, mais ça passe pas, j'y arrive pas, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est comme si en fait Ranyard Jonasson, moi c'est l'impression que j'ai eue, ne savait pas comment terminer son roman. Il s'est dit, oh, allez, vas-y, comme ça va passer, ça va forcément passer. Et bah chez moi ça passe pas et c'est trop dommage, je suis vraiment frustrée et je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup c'était vraiment un roman hyper prometteur que j'ai adoré, mais comme je vous le disais hier j'étais hyper enthousiaste et là vraiment en 30 pages il a complètement cassé mon délire. Voilà pour mon avis final sur La mort en blanc de Ranyard Jonasson. Donc désolée pour celles et ceux qui veulent le lire, ou peut-être ceux qui sont en train de le lire, je casse un petit peu le délire, mais ça reste mon avis, donc écoutez, voilà, c'est mon avis. Et je voulais aussi revenir vers vous avec alors ça c'était pas prévu, avec un graphique que j'ai lu ce midi sur ma pause déj en l'espace d'une heure à peine. C'est un graphique parce que bien entendu, donc j'ai terminé le Ranyard Jonasson. Demain, je commence le challenge écossais et je ne pouvais pas ne rien avoir à lire entre aujourd'hui et demain. Ça, c'est impossible. Et je me suis dit, je ne vais pas me lancer dans un roman parce que je ne vais pas non plus avoir le temps de lire sur une journée, une soirée. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas un graphique. Et j'ai sorti un graphique que j'ai pris à la bibliothèque de Louis Féglou et Marie-Lou Le Sage qui s'appelle « Petite fille deviendra grand ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'avais présenté lorsque j'étais rentrée de la bibliothèque. Il s'agit d'un graphique de chez Le Duc Graphique. J'aime beaucoup les éditions Le Duc et les éditions de leurs graphiques, puisque comme je vous le disais, ils abordent toujours des sujets sociétaux sérieux bien entendu, mais surtout des sujets qu'on couvre peu dans la littérature généraliste, voilà, dans toutes les littératures même, ou en tout cas qu'on ne couvre pas suffisamment
dans la littérature accessible à tous. Ça va être des livres qui vont être assez spécifiques, assez techniques, assez scientifiques, etc. et qui du coup pour moi ne parlent pas à tout le monde, ou en tout cas ne parlent pas à des personnes qui ne sont pas spécialisées du sujet, ou en tout cas qui éprouvent un vague intérêt sans forcément être pointu, ou en tout cas en ayant beaucoup de connaissances là-dedans. Et là du coup ce livre parle d'une petite fille qui s'appelle Alia, et qui d'emblée sent que quelque chose se trame, j'entends que quelque chose se trame dans sa personnalité, dans sa vie, dans son corps. Les premières images d'elle lorsqu'elle est petite fille, c'est pour poser cette question à sa maman. Maman, je ne comprends pas pourquoi mon zizi à moi ne pousse pas. Tous les autres garçons n'ont pas ce problème, pourquoi moi si? Et donc, comme vous l'aurez deviné, c'est un graphique qui va parler de transidentité. Alors, ce que j'ai trouvé, et d'ores et déjà, je suis désolée, pareil, je ne suis pas une spécialiste sur le sujet, et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce graphique, parce que j'ai un vrai problème sur l'utilisation du vocabulaire, en fait, du bon lexique quand on parle de transidentité, de cisgenre, de non-binaire, de transgenre, de dysphorie de genre, etc. C'est un vocabulaire que j'ai pas que j'ai du mal à m'approprier, mais en tout cas que j'utilise pas très bien, ou en tout cas que j'utilise mal. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que du coup dans ce graphique, il y a un lexique justement au début où il est défini tous ces termes, donc assignation à la naissance, LGBTQIA2+, donc la dysphorie de genre comme je le disais, le passing, la chirurgie de réassignation sexuelle, etc. Et donc voilà, c'est un graphique qui va aborder toutes ces questions. Et donc Alia va petit à petit devenir Louis, puisque en rentrant au lycée, Alia va faire son coming out et se rendre compte qu'elle n'aime pas les hommes mais qu'elle aime les femmes. Mais malgré tout, malgré ce coming out, elle sent quand même que c'est un petit peu le néant au fond d'elle, et qu'il se passe quelque chose. Et donc du coup le elle va devenir il. Et j'ai trouvé aussi très beau la relation qu'elle va avoir avec sa maman, qui va, non sans difficulté bien entendu, sans difficulté émotionnelle, accepter du coup ce changement de genre de sa fille, et va faire des efforts justement pour dire son fils, pour dire il, et va l'aider dans l'acceptation auprès de l'entourage, ce qui n'est absolument pas facile dans le cas de Louis, puisque la famille est algérienne, avec de fortes valeurs et une présence de la religion assez forte. Et le rapport du coup avec sa famille va vraiment être compliqué, et il va vraiment être rejeté. Il a une de ses tantes qui va vraiment refuser de passer de Alia à Louis, et qui lui dira que pour elle, elle sera toujours sa nièce, elle sera toujours Alia. Donc vraiment c'est tout le parcours de Louis dans cette transformation, dans cette transition. Et c'est tout un parcours émotionnel, psychique, psychologique, relationnel. Ça passe vraiment par tout ce millefeuille un petit peu des étapes qui ne sont absolument pas simples, même si c'est pour aller vers une belle libération. Mais je l'ai trouvé beau. Alors j'ai fini en larmes, clairement, parce que je trouve qu'il est beau, je trouve qu'il est doux, je trouve qu'il ne juge pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il jugeait les personnes qui n'étaient pas tolérantes et qui n'essayaient pas de comprendre. Il est plus dans le « ok, en fait, vous pensez ça, mais du coup, ne m'en voulez pas, pardon, si je romps les ponts et si on ne se voit plus. » Et du coup, je trouve que c'est... Je sais pas, je l'ai trouvé hyper bien fait, je l'ai trouvé hyper... instructif aussi, parce que au moment de l'opération qui s'appelle phalloplastie, je crois que c'est ça, mais j'ai peur de me tromper, bref, vous aurez compris. Et donc du coup quand je dis instructif, c'est parce que on a dans le graphique le rendez-vous avec le chirurgien, et vraiment le chirurgien explique comment se déroule ce genre d'opération qui est hyper lourde, qui est dangereuse, qui peut mener à des complications. Donc voilà, je
je sais pas, je l'ai trouvé incroyable en fait ce graphique, donc vraiment je ne peux que vous le conseiller, ne serait-ce que pour s'ouvrir sur ces questions-là, en apprendre un peu plus, savoir comment ça se passe, parce que c'est vrai quand on n'est pas touché directement ou qu'on n'a pas une personne dans son entourage qui traverse ce genre de choses, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est et on ne peut pas savoir en fait tout simplement. Donc vraiment, petite fille deviendra grand, je vous le conseille, pour moi il est à mettre entre toutes les mains. Je ne sais pas quoi lire d'autre, à la fois je sais que je vais avoir envie de lire avant demain, mais je ne sais pas quoi, donc peut-être que je vais ressortir un autre graphique ou une bande dessinée. Mais écoutez, je vais voir, mais en tout cas, il est hors de question que je reste sans un livre sous la main jusqu'à demain matin, donc je vais voir ce que je prends. Et voilà, je vous laisse là avec ces 2 avis lecture et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, première petite vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année, j'espère que vous avez bien fêté ça. Moi je commence mon année 2025 avec 2 lectures simultanées puisque comme vous le savez le challenge écossais Plumes écossaises se lance aujourd'hui 1er janvier. Et je ne savais absolument pas par quelle lecture commencer, du coup j'en ai choisi 2. Une plutôt pour le soir et la nuit, du coup très pratique sur la liseuse. J'ai pris King of Scots qui est en bonne réduc d'ailleurs sur le site de la FNAC, je crois que je l'ai acheté à 2,99 €. Un roman de Liv Stone, 100% écossais bien entendu, et celui-ci de Jenny Colgan, Au-delà des nuages, que j'ai pris à la bibliothèque et qui du coup m'intéressait plutôt, où il est question d'une famille de pilotes dans les Highlands, voilà, sur fond de comédie romantique comme d'habitude avec Jenny Colgan. Donc voici les 2 premiers livres de mon année 2025. Et coucou tout le monde, et j'espère que vous allez bien cette nouvelle année. Je sais plus du tout quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, je ne sais plus du coup si je vous ai souhaité une très belle année 2025. En tout cas, voilà, c'est fait. Je vous la souhaite de bonne, cette année 2025. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, je ne sais pas si vous êtes des adeptes des bonnes résolutions. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espère vraiment que ce sera une très belle année pour vous. Ici, le 31, c'était vraiment plutôt cool. J'étais au lit à 22h30 avec un bouquin. Je me suis réveillée à minuit pour souhaiter la bonne année. Et puis basta, en fait, je préfère les lendemains de premier de l'an, les premiers où voilà, c'est un peu une nouvelle page blanche qui commence à s'écrire plutôt que les 31 où... Enfin voilà, je suis pas très grosse fiesta du 31, mais je suis plus, allez, le 1er janvier, on se réveille et on ouvre les yeux sur une nouvelle année et qu'est-ce qu'on a envie de prévoir pour cette belle nouvelle année. Voilà. Je reviens vers vous puisque, alors s'il y en a certains qui, parmi leurs résolutions, ont calé le fameux no buy, donc à savoir je n'achète rien soit sur le mois de janvier, soit de toute l'année et je finis la palle que j'ai déjà en stock, ça n'est absolument pas mon cas. Voilà, je n'ai jamais tenté de no buy puisque je sais pertinemment que c'est quelque chose que je n'arriverai absolument pas à tenir. Autant il y a des choses, j'y arrive, autant ça... Je sais pertinemment que ce sera impossible pour moi. Voilà, tant et si bien que je commence le 1er janvier avec des grosses réceptions, toujours pour le challenge écossais, puisque même si, comme je vous l'ai présenté précédemment, j'ai déjà de nombreux livres qui constituent ma palle du challenge écossais que j'organise Plumes écossaises, il n'empêche qu'il m'en manquait encore beaucoup et que j'attends de tout recevoir pour faire un petit réel et un post avec l'ensemble de ma palle. J'ai donc trouvé sur Vinted un livre, une romance gothique délicieusement macabre dont tout le monde parle et qui, vous allez voir si vous n'avez pas encore vu, cette couverture traînée est absolument magnifique. Il s'agit de ce livre Anatomie de Dana Schwartz, édité chez Albin Michel. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu circuler cette couverture 1 millier de fois. Bon, j'exagère peut-être, mais beaucoup en tout cas. Et j'avais bien vu qu'il s'agissait d'un cœur qui était représenté. Mais je n'avais absolument pas vu qu'au cœur du cœur, il y avait un personnage. Et qu'en fait, c'était les pans de sa robe qui étaient voilà, tout autour d'elle, dans une espèce de 360 de robe. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu, je n'avais absolument pas remarqué qu'il y avait un personnage au cœur de ce cœur.
Donc voilà, Anatomy Love Story, qui a eu un énorme succès. Ça se passe à Édimbourg au 19e siècle, avec Hazel, qui est férue d'anatomie et qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jacques, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jacques de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Et j'adore le côté romance gothique macabre en Écosse au 19e siècle. Franchement, c'est tout ce que j'aime. J'ai vraiment, vraiment hâte de le lire. Et il me semble qu'un deuxième tome est sorti. Donc ça, je l'ai reçu sur Vinted. Et j'ai fait une grosse commande sur Momox. Hein. Voilà, on en est là. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous lire les résumés de chaque livre parce que c'est assez redondant. Si les livres vous intéressent, bien entendu, je vous invite à aller sur Internet et à voir les résumés. Je vais juste essayer de vous donner 2-3 petits indices, 2-3 mots qui définissent un petit peu l'ouvrage. Donc, ça, c'est le Stefan Zweig sur Mary Stuart. Je n'ai encore jamais lu de roman historique autour de l'Écosse. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire de la reine d'Écosse. J'ai déjà vu quelques séries à son sujet. Bien entendu, elle apparaît souvent dans des romans, ce personnage, des romans historiques. Mais vraiment un livre qui est vraiment focus uniquement sur ce personnage historique, jamais. Donc vraiment, j'avais très envie de me le procurer et de l'intégrer au challenge. J'ai commandé également un livre de la reine du polar écossais, qui est Terrain accidenté, et la fameuse reine c'est Val McDermid. Je ne connaissais absolument pas cette autrice. Donc là on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale où partant à la recherche de 2 motos américaines, Alice Somerville déterre le cadavre d'un homme assassiné par balle. Et du coup il y a un commandant spécialiste d'affaires non élucidées qui est appelé sur les lieux pour aller résoudre l'enquête. Voilà, donc ça se passe plutôt dans des coins sauvages d'Écosse, on le voit bien à la couverture. Ensuite, celui-ci, vraiment, j'ai hâte de le lire, et il est tout court, il est tout petit, il fait à peine 300 pages. C'est une enquête de l'inspecteur Rébu, l'étrangleur d'Édimbourg, de Ian Rankin. Donc là, c'est un enquêteur qui traque sa proie dans les bars à voyous, dans les lotissements où le chômage et l'héroïne tient lieu de blason. Donc ça sent en fait un petit peu les coins de la ville au cœur du désespoir, où il y a la ville touristique, la ville qui grouille, la ville qui est belle et qu'on photographie. Et à côté, il y a un petit peu la partie un petit peu où les rats ont élu domicile. Voilà, donc j'imagine bien l'étrangleur d'Édimbourg, un tueur en série qui sévit voilà, un petit peu dans cette partie infâme de la ville. J'ai également pris, et alors là j'ai été surprise de l'épaisseur du pavé, Souviens-toi de Sarah de Paige Coman, et vous voyez c'est un gros pavé. Petit comparatif, voilà, on est vraiment sur un très gros pavé. Alors j'ai bien entendu encore une étiquette Momox sur le résumé, mais ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, je déteste quand ils font ça, je trouve que ça abîme les livres et c'est galère à chaque fois à enlever. Donc là, il s'agit d'une éditrice londonienne qui reçoit un manuscrit anonyme. Une jeune adolescente, Sarah, y confie sa vie de misère dans les années sombres de l'Angleterre des années 60 et elle y avoue ses crimes. Diane est bouleversée par le manuscrit et elle cherche à retrouver l'autrice sur les lieux où Sarah dit avoir vécu et souffert. Et on traverse du coup à travers la vie de Sarah, les paysages d'Irlande et d'Écosse. Et a priori, cette enquête littéraire vire à l'horreur et Diane va un petit peu pousser les portes de l'enfer et se retrouver face à des forces obscures. C'est un roman qui a eu pas mal de prix. Donc écoutez, franchement, j'ai dit aux filles qui font le challenge écossais avec moi, oh là là, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce livre soit aussi gros. Et elles m'ont dit, oui, certes, il est très gros, mais tu verras, il passe très vite et je n'ai absolument pas ressenti le fait que ce soit un pavé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pris également de Stuart McBride, Mortelle Écosse. J'aime beaucoup la couverture, plutôt sombre, un polar terriblement angoissant dans une ambiance à couper au scalpel. Voilà, donc toujours une enquête avec une épineuse affaire qui mêle incendie criminel, prostituée et homme politique véreux, un roman glaçant et corrosif où les pires criminels œuvrent dans l'ombre, où la police du district se révèle bien anticonformiste.
J'ai pris également Je suis une île de Tamsin Khalida, c'est édité chez 10-18. Vous avez été plusieurs, quand j'ai envoyé la photo de ma petite pile que j'avais reçue, à me dire que ce livre était absolument formidable, très bien écrit, très poétique, très beau. D'ailleurs, le monde dit quoi? Dans une prose limpide et d'une grande simplicité, l'autrice montre avec précision et sensibilité sa transformation progressive, sa lutte avec et contre l'environnement jusqu'à un espace au-delà de ses peurs. Et en fait, c'est un récit autobiographique puisque... attends, oui, c'est ça, c'est une autrice. L'autrice, donc, Tamsin Khalida, quitte Londres avec son mari pour emménager sur une île des Hébrides. Elle imagine une petite ferme redevenue prospère, une famille à fonder, des amis, etc. Et sauf qu'en fait, il y a beaucoup de désillusions, l'argent qui manque, le couple qui se brise, etc. Et donc, en fait, c'est comment on fait quand on est une femme seule pour faire sa place dans une nature qui est relativement hostile, où on est complètement entouré d'eau et où bah, forcément on a peu de fréquentation sociale. Et donc, comment on fait pour s'en sortir. Et je viens de remarquer en le feuilletant qu'il y avait quelques photos en noir et blanc, j'imagine de son environnement au quotidien sur cette île des Hébrides. J'adore en fait parce que ce que j'aime beaucoup dans la page que je suis en train de constituer, je m'en suis rendu compte hier, c'est qu'il y a vraiment de tout. J'ai à la fois du polar, j'ai à la fois de la romance, j'ai à la fois du roman un peu plus léger comme du Jenny Colgan, j'ai à la fois du roman historique, du roman d'aventure, plutôt du roman un peu poétique, enfin vraiment, du coup je suis plutôt contente de la palle que j'ai constituée. Un peu dans la même veine, j'ai pris La montagne vivante, et celui-ci j'ai vraiment hâte de le lire. La montagne vivante de Nan Shepherd, qui est la pionnière ce qu'on appelle en Angleterre le nature writing. Donc c'est, je sais pas comment on pourrait traduire en français, mais bon, vous l'aurez compris. En gros, elle fait là c'est un récit de voyage au cœur des montagnes écossaises de Cairngorm, où les hivers sont rudes, où les conditions de vie sont précaires. C'est un monde à couper le souffle, décrit par Nan Shepherd de sa prose poétique et exaltée. Les rivières, la neige, la faune, la flore. Elle y contemple l'âme du monde. Écrit en 1940, c'est un chef-d'œuvre méditatif et envoûtant sur les beautés de la nature, et c'est devenu un classique incontournable du genre. Et il y a la balançoire en voyage, ou la balançoire voyageuse, c'est un compte Instagram qui m'a conseillé d'ailleurs un album. J'essaierai de vous mettre la photo de l'album en question ici, d'une artiste qui a écrit un album qui illustre parfaitement. Ça s'appelle The Living Mountain, je crois, l'album, qu'elle a écrit d'après ce que j'ai compris pour illustrer ce récit. Et donc c'est un album que j'écoute en boucle depuis 2 jours et qui est parfait à la fois, je pense, pour lire ce récit et à la fois pour lire tous les livres autour de l'Écosse. Là, nous avons un roman un petit peu plus prolétaire, j'ai envie de dire, de Kerry Hudson, qui s'appelle Basse Naissance, où on est dans les quartiers populaires, dans les années 80, dans les quartiers populaires d'Aberdeen, avec une mère sans emploi, aussi belle que vulnérable, un père alcoolique et absent. Et donc, du coup, où il est question d'une jeune femme qui va aller de centre d'accueil en centre d'accueil, qui vit dans une précarité extrême, qui fait la queue aux caisses d'allocation, etc. Et mais en fait, pareil, c'est un récit autobiographique. Pardon, j'avais absolument pas capté. Donc c'est le récit autobiographique de Kerry Hudson. Voilà. Ah mais excellent. Elle revient sur les lieux où elle a grandi, puise dans ses souvenirs et pose un regard acéré sur les inégalités de classe actuelles. Voilà, donc ce roman, pareil, me tente très bien. Un autre dont j'ai beaucoup entendu parler et que vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé. Il est un peu abîmé celui-ci, je sais pas ce qu'il y a dessus. Ça s'appelle Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. Il s'agit de l'histoire d'une biologiste qui souhaite réintroduire les loups dans les Highlands écossais. Bien entendu, elle est confrontée aux hostilités des locaux puisque personne ne voit d'un bon oeil, mais ça, il suffit pas d'aller en Écosse. Nous, dans les Alpes, personne ne voit d'un bon oeil les loups ici et les meutes de loups qui mutilent des troupeaux, etc. Et en fait, Inti va découvrir le cadavre mutilé d'un éleveur, et donc forcément, ça arrive pile poil après avoir relâché la première meute, donc elle se dit direct, bah en fait, c'est forcément un loup qui a fait ça. Et donc pour éviter un bain de sang entre les loups et les locaux, elle décide de cacher le corps.
pour que ça passe un petit peu inaperçu. Voilà, donc c'est un roman qui explore la noirceur de l'âme humaine, les splendeurs d'une nature menacée de destruction, une histoire inoubliable d'une femme prête à tout pour sauver les êtres qu'elle aime. J'ai vraiment, pareil, hâte de lire ce roman. Et voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà un petit peu pour ma liste, ma palle d'Écosse qui grossit petit à petit. Je suis en train de lire le dernier roman de Jenny Colgan, Au-delà des nuages. Je vous en parlerai un petit peu plus dans la suite de cette vidéo. J'ai pas le livre sous la main. Et puis je pense le lire pas mal aussi ce soir et peut-être le terminer. Donc je pourrais sûrement vous faire un petit update. Et je continue, comme je vous le disais, en parallèle sur ma liseuse King of Scots. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais pareil, j'attends d'avoir un petit peu plus avancé parce que j'ai lu que 11% je crois du roman, donc je pense qu'il va encore se passer plein de choses et c'est dur de se faire un avis juste sur 11% d'un roman. Donc voilà pour les lectures en cours et un petit peu tout ce qui se constitue. J'attends encore les livres d'Agatha Christie que j'ai également commandés chez Momox. J'attends aussi des réceptions de 2 maisons d'édition. Voilà, un petit peu, donc voilà, quelques réceptions, des updates dans les jours à venir, et puis beaucoup de lectures. J'ai parlé avec Lucie, entre les lignes Lucie, qui, pareil, je vous mettrai le nom, qui m'a fait découvrir un site internet. Je crois que c'est Wonder Woman Papeterie, peut-être quelque chose comme ça, puisqu'elle a commandé, elle a reçu un carnet de lecture avec des tracts, etc. Je me suis dit, ah tiens, pour 2025, est-ce que je me tenterais pas à l'achat de ce genre de guide, un peu de carnet sur l'année 2025. Il est hyper beau, il est plutôt bien foutu. Mais c'est toujours la question on est plein de bonnes résolutions en début d'année, on se dit allez je vais bien le remplir, je vais faire ça bien et tout, et puis au cours de l'année on oublie, on n'a pas le temps, et puis on laisse tomber, et puis en fait c'est un carnet qui reste dans un coin, qui est jamais rempli, mais qu'on n'ose pas acheter, qu'on garde au cas où, etc. Bref, je déteste ça, mais à la fois je me dis pourquoi pas. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces carnets, j'ai regardé, en plus ils ne sont pas excessivement chers je trouve. Donc voilà, bref, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous avez mis en place dans votre routine de lecture, un carnet pour répertorier vos lectures, le nombre de pages lues par jour, le nombre de livres, vos avis lecture, etc. Alors c'est vrai qu'Instagram participe beaucoup à mon historique de lecture, puisque dès que je lis, je poste une chronique. Donc c'est un peu mon carnet de lecture au final Instagram, mais c'est vrai que je mets pas de notes par exemple au livre, je mets pas un 4 sur 5, 2 sur 5, etc. Je mets juste un avis qui détermine forcément si j'ai aimé ou pas, mais je mets pas de notes. Je traque absolument pas combien de pages je lis par jour, combien de romans, enfin voilà, je suis organisée, désorganisée, mais c'est surtout Instagram qui m'aide un peu à être organisée. Et pareil, depuis hier, je me rends compte que beaucoup parlent de Babelio pour référencer sa bibliothèque. J'utilise depuis un moment Glyph, parce que c'est le seul que je connaissais et c'est le seul qu'on m'avait conseillé. Et a priori, sur Babelio, pour moi, Babelio, c'est juste un site, entre gros guillemets, qui référence toute la littérature qui existe, sur lesquelles on poste des avis. Donc moi, je sais que j'ai un compte avec lequel je poste beaucoup d'avis. Mais a priori, il y a cette option où on peut rentrer les livres de sa palle, les livres lus, etc. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont posté leur bilan Babelio. Donc c'est un bilan fourni par Babelio qui vraiment vous répertorie le nombre de livres que vous avez lus dans l'année, quel livre, qui fait un petit assortiment de couverture, etc. sur un petit peu votre best-of de l'année. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer de me pencher sur Babelio pour voir si ça peut être un support au final peut-être un peu plus attractif, ou en tout cas un peu plus facile à utiliser que Glyph. Mais si vous avez un avis sur la question, écoutez, je suis preneuse. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi et dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fin de semaine, je vous reprends pour clôturer la vidéo, puisque je me suis rendu compte, comme je monte au fur et à mesure, qu'elle faisait déjà quasi 45 minutes. Donc avec ce que j'ai à vous dire maintenant, on va quasi être sur 1 heure. C'est pour ça que je vais chapitrer, je pense, la vidéo pour que vous puissiez
passer si les choses que je raconte ne vous intéressent pas. J'ai reçu de gros colis ce matin que je voulais ouvrir ici. Voilà le premier, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'unboxing en direct. Je vais vous épargner le bruit de l'ouverture et je vous montre dans quelques secondes ce que j'ai reçu. Alors j'ai reçu de la part des éditions Charleston 2 livres qui vont venir compléter ma palle du challenge plumes écossaises donc, que j'organise. Maintenant vous commencez à le savoir à force de vous le dire. Je suis hyper contente. Donc vous le savez, j'ai pris... je suis en train de lire, c'est d'ailleurs le premier livre de ce challenge écossais que je lis. Je suis en train de lire le Jenny Colgan Au-delà des nuages, donc que j'ai pris à la bibliothèque. Et en fait, ça m'embêtait de ne pas l'avoir en version pour moi que je puisse garder et mettre dans ma bibliothèque, puisque j'adore Jenny Colgan. J'aime beaucoup depuis que je l'ai découverte ses romans. Et j'ai vraiment envie de la découvrir un peu plus et surtout voilà, d'intégrer ces livres à ma bibliothèque. Et donc du coup j'ai demandé aux éditions Charleston s'il était possible de m'envoyer l'exemplaire du coup de Au-delà des nuages de Jenny Colgan. Donc merci beaucoup les éditions Charleston pour cet envoi. Je vais donc pouvoir rendre de ce pas la version à la bibliothèque. En plus c'est une nouveauté, donc c'est vrai que généralement à la bibliothèque ils nous demandent toujours de les lire assez vite parce que forcément ce sont des livres qui sont très demandés. Et j'ajoute également à ma palle du challenge écossais un autre gros bébé de Sarah Clarke, pardon, pas Sarah Clarke, Sarah Larke, qui s'appelle Le Chant des Highlands. Et là c'est un tome 1 qui s'appelle La promesse des étoiles. C'est une nouvelle saga phénomène, 6 millions de lecteurs. Alors, j'ai entendu dire que le livre s'appelait Le Chant des Highlands, mais qu'a priori il n'y avait pas beaucoup d'Highlands dans le livre et que l'Écosse n'occupait pas une place de choix. Voilà, mais j'avais quand même malgré tout envie de le lire, même si tel est le cas, et même si je peux retrouver un petit peu d'Écosse à l'intérieur, ce sera toujours très satisfaisant pour moi dans tous les cas. Donc voilà, merci beaucoup les éditions Charleston de m'avoir envoyé ces deux beaux bébés qui viennent s'ajouter à ma palle écossaise. Franchement, elle est bientôt terminée, il me manque juste un roman, je crois, que je devrais recevoir, plus un autre que j'ai commandé sur Momox, le tome 1 d'Outlander. Et d'ailleurs, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais commencé à faire la collection des Outlander en me disant j'aime tellement la série que je vais tous les lire. Et en fait, devant la montagne à gravir, puisque bien entendu, ce sont des tomes quand même assez importants et imposants, je m'étais dit vas-y en fait, fais du tri dans ta bibliothèque, dans ta palle, ça suffit, tu les liras jamais. Et voilà, donc je les ai tous vendus et me revoilà du coup à commander le tome 1 pour pouvoir le lire. C'est parfait. Autre colis qui est là, pareil, que j'ouvre et je vous montre tout de suite après ce que j'ai reçu. Il s'agit donc d'un envoi de la part des éditions Hauteville avec un roman que j'avais très envie de lire, Les sorcières du phare de C.J. Cook, que m'avait fortement conseillé Manon, les lectures de Manon, que bien entendu je vais intégrer au challenge écossais puisque nous sommes en Écosse en 2021. Et apparemment c'est un roman qui va bientôt être adapté en série télé. Un phare abandonné, deux sœurs perdues, une enfant mystérieuse, quel secret se cache sur l'île de Lone Haven. Donc voilà, mais c'est vraiment, il est vraiment très beau cet ouvrage. Donc ça c'est le premier. Du coup en fait comme je vous disais avant il me manquait des réceptions, donc ça en fait partie. Plus la Outlander, et une fois que j'aurai reçu la Outlander c'est bon, j'y serai. Ils m'ont gentiment également envoyé 10 ans, Noces de sang de Alice Finet. Entre nous, c'est à la vie, à la mort. Donc c'est un suspense. 10 ans de mariage, 10 ans de secret, un anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. Donc il s'agit d'un couple qui gagne un week-end en Écosse. Et ils se disent que c'est un peu le week-end de la dernière chance, l'occasion de prendre un nouveau départ. À chaque anniversaire, le couple échange les traditionnels cadeaux de mariage. Et Amelia écrit à son mari une lettre qu'elle ne le laisse jamais lire jusqu'à maintenant. Ont-ils vraiment gagné ce week-end par hasard? Il semblerait que quelqu'un épie leurs moindres faits et gestes. Quelqu'un qui paraît bien décidé à faire en sorte que cet anniversaire soit le dernier. Bientôt adapté en série Netflix également. Voilà, donc 10 ans, Noces de sang.
Et j'ai reçu, alors ça du coup c'est un peu une histoire un petit peu rigolote, comme quoi je pense qu'il faut vraiment que je lise ce roman. Il s'agit du livre 7 jours en Écosse de Mélissa Belvigne. Et pour la petite histoire, Manon dans son colis de Noël m'a offert du coup le roman. Mais en fait c'est de ma faute hein, parce qu'elle m'a demandé ma wishlist juste avant de faire le colis de Noël. Et je l'ai mis dedans. Et en fait, je pense que j'ai oublié que je l'avais mis dedans, ce qui fait que je l'ai aussi commandé sur Vinted et que les éditions Hauteville me l'ont également envoyé. Mais ce n'est absolument pas grave. Je vais garder la version que Manon m'a offerte, bien entendu. Et je vais faire gagner les 2 autres exemplaires, du coup, dans le cadre du challenge écossais, tout simplement. Voilà, donc vraiment, je l'ai en 3 exemplaires, donc je pense qu'il faut vraiment que je le lise, ce roman. Voilà pour les petites réceptions. Et donc, comme je vous le disais, je poursuis ma lecture de Jenny Colgan, Au-delà des nuages, que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ça se passe dans le nord de l'Écosse, donc vraiment la partie la plus froide, la plus sauvage. Et en fait, on va suivre Morag McIntyre, qui est une jeune femme qui pilote des avions de ligne et qui copilote surtout des avions de ligne. Et en fait, au début du roman, on la retrouve où elle est en pleine... Elle est sujet en fait à une enquête interne puisque lors d'un vol, elle s'est retrouvée face à un petit avion touristique qui, pour éviter son avion, a dû plonger et donc en fait l'avion s'est crashé et les 2 personnes sont décédées. Et donc du coup, elle a beaucoup de mal en fait à reprendre le travail depuis. Elle fait croire lors de cette enquête que tout va bien, mais en réalité pas vraiment. Elle est sujette vraiment à des crises d'angoisse et à un stress assez important. Et le jour où son grand-père qui pilote un petit avion qui s'appelle Dolly, du coup dans le nord de l'Écosse, puisque c'est un avion qui depuis des années, depuis des générations, permet aux personnes isolées dans les îles au nord de l'Écosse et au nord de l'Écosse de pouvoir faire des trajets, des transferts de courses, des transferts de colis, etc. Donc c'est une ligne auquel tiennent les locaux plus particulièrement, sauf que son grand-père tombe malade et qu'elle va se trouver à devoir, en attendant d'être réintégrée du coup dans son travail officiel, elle va devoir se rendre dans le nord de l'Écosse, donc dans son pays d'origine, pour reprendre le pilotage de cette ligne à la place de son grand-père. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc là j'en suis à peu près au milieu, donc je vais pas vous en dire plus, mais pour le moment c'est vraiment une très bonne lecture. Et donc oui, je voulais également vous parler de 2 choses que j'ai vues récemment, qui sont plutôt de l'ordre du cinéma et du documentaire. C'est un dessin animé documentaire, on va appeler ça comme ça, qui a été conseillé par l'un d'entre vous, je ne sais plus qui, et d'ores et déjà je suis désolée, j'ai pas retenu le nom du compte. D'ailleurs il faut vraiment que je le retrouve et que j'aille le remercier parce que j'ai commencé à le regarder hier soir et c'est vraiment superbe. Ce sont 4 épisodes de 52 minutes qui s'appellent, et je vous mettrai quelques images ici, qui s'appellent L'armée des romantiques. Et donc la voix off c'est Cécile de France, donc j'adore cette voix et je trouve qu'elle s'y prête vraiment beaucoup. Donc c'est une série qui raconte la scène littéraire et artistique à Paris au 19e siècle. Donc Hugo, Balzac, Alexandre Dumas, Chopin et qui d'autres, Delacroix, Nerval, Baudelaire, etc. Et donc qui sont un petit peu les héros de cette France romantique du 19e siècle, qui ont envie un petit peu de sortir des carcans du classique et un petit peu de reprendre leur liberté artistique. Et c'est hyper bien fait, c'est en 2D, les dessins sont magnifiques, je pense que c'est de l'aquarelle il me semble, ou peut-être qu'il y a plusieurs techniques, mais en tout cas sûr il y a de l'aquarelle, c'est hyper bien fait. Je me demande dans quelle mesure c'est pas accessible à des enfants, alors je sais pas trop à partir de quel âge, peut-être 9, 10 ans je dirais, mais en tout cas c'est vraiment superbe. Donc comme je vous le disais, il y a 4 épisodes. Le premier s'appelle La Révolution romantique. La Révolution romantique. Le second s'appelle La vie comme un roman. Ensuite, il y a le crépuscule romantique. Et ensuite, il y a l'ère de l'émancipation. Et donc, c'est là qu'on se rend compte vraiment que... et c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde des documentaires sur ce sujet, je me dis, mais oui, mais ils étaient tous liés, en fait. Ils étaient tous hyper copains. Dumas, Hugo, Nerval, Chopin, ils étaient tous... Delacroix, ils étaient tous copains. Et en fait, ils s'entraînaient, ils se réunissaient lors de salons littéraires, de salons artistiques, etc. Dans leur maison de campagne pour un petit peu
créé l'art du 19e siècle, le nouvel art du 19e siècle. Et vraiment, je vous le conseille. Vraiment, je vous mets des images ici, vous verrez. C'est hyper bien fait, c'est beau, c'est esthétique, c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses. Enfin, moi, je suis complètement fan. Donc, je vais essayer là de regarder entre aujourd'hui ou demain les 3 autres épisodes. Mais franchement, j'ai adoré cette série. L'Armée des Romantiques, que je vous conseille à 2000%. Et je suis également allée voir un super film cette semaine qui s'appelle En fanfare, dont vous avez sûrement entendu parler, avec Benjamin Laverne. Voilà, je vous mets une photo ici. Si vous avez regardé Le Sens de la fête, c'est le comédien qui joue le rôle du marié, qui est à mourir de rire, ce rôle, je l'adore. Donc dans les rôles titres, il y a Benjamin Laverne et il y a Pierre Lautin, pareil, je vous mets une photo ici, plus connu forcément pour avoir joué dans Les Tuches, et il est exceptionnel dans ce film. En fanfare, c'est l'histoire de Thibaut et Jimmy. Donc Thibaut, joué par Benjamin Laverne, qui est un chef d'orchestre renommé à l'international, qui a une carrière de folie et qui apprend qu'il est atteint d'une leucémie. Donc forcément, il va essayer de trouver un donneur de moelle osseuse. Il se tourne vers sa sœur qui est la plus compatible. Donc sa sœur, bien entendu, accepte de faire les tests. Et en fait, il apprend lors d'un rendez-vous médical que non seulement sa sœur n'est pas compatible, mais qu'en plus, ça n'est pas sa sœur. Donc là, il apprend qu'il a une leucémie, que sa sœur n'est pas sa sœur, et qu'en plus, il n'a pas de donneur compatible. Et donc, sa mère va lui donner des informations. Donc déjà, elle va lui dire que oui, en effet, c'est un enfant adopté, et va lui donner des informations sur sa famille d'origine, sur sa famille biologique. Et donc, c'est là qu'il va se rendre dans le nord de la France. Et c'est là qu'il va se rendre dans le nord de la France pour aller à la rencontre de Jimmy, qui est donc son frère. Donc, il va balancer à son frère que c'est son frère. Donc il a un frère, que Jimmy a un frère, mais qu'en plus il va falloir qu'il fasse un test et un don potentiel de moelle osseuse à quelqu'un qu'il n'a jamais vu toute sa vie. Voilà, donc on en est là. En fait, j'ai adoré ce film parce que il est hyper émouvant, et en fait, ça va vous paraître hyper étrange ce que je vais dire, mais j'avais l'impression de quasi voir un documentaire. Un film documentaire et pas un film. J'avais l'impression que les comédiens ne jouaient pas. Alors c'est un peu le propre du comédien, justement, on est d'accord. C'est pour ça que je vous allais dire, vous allez me prendre vraiment pour une dingue, mais le propre du comédien, forcément, quand il interprète un rôle, c'est qu'il soit dans le rôle et qu'il soit le rôle. Mais là, je sais pas, je trouve qu'il y avait un cran au-dessus. La façon dont Benjamin Laverne a travaillé son rôle de chef d'orchestre. Il est, mais dans une interprétation... imprégnée, mais vraiment très très imprégnée, hyper émouvante, hyper vive, hyper forte, hyper passionnelle, enfin vraiment ce rôle de chef d'orchestre, vraiment j'avais envie de dire, mais en fait, j'avais envie de dire, mais en fait ce Thibaut est vraiment chef d'orchestre, où est-ce que je peux aller voir ses concerts, sauf que non du coup, puisque vous l'aurez compris, c'est un film, mais il n'empêche que c'était tellement interprété de façon tellement réaliste et tellement viscéral que j'ai trouvé son rôle incroyable. Du coup, Pierre Lautin, pareil, il est drôle aussi parce que forcément, vous avez d'un côté Thibaut qui a été adopté dans une famille plutôt aisée et qui du coup est devenu un chef d'orchestre reconnu et renommé. Et de l'autre, Jimmy, qui a été accueilli dans une autre famille dans le Nord et qui pour le coup n'a pas eu la chance d'accéder aux choses comme Thibaut, et donc il y a forcément un moment cette rivalité entre Jimmy et Thibaut, enfin surtout Jimmy vis-à-vis de Thibaut, de bah ouais, enfin t'as bien de la chance, toi t'as pas vraiment de problème, t'es allé dans la bonne famille quoi, enfin pourquoi est-ce que moi je suis pas venue avec toi. Donc il y a toutes ces questions, il y a la question de la maladie, il y a la question de forcément comment on gère la découverte d'un membre de la famille dont on ignorait complètement l'existence, et il y a quelque chose qui les lie profondément, c'est la musique, puisqu'il se trouve que Jimmy a l'oreille absolue et qu'il fait partie d'une fanfare, d'où le nom du film. Je ne vais pas vous en dire plus, toujours est-il que c'est la musique qui va les lier tous les deux, et cette passion pour la musique, pour les instruments et pour les ensembles musicaux. Voilà, je vous en dis pas plus, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. Et là, il y a un twist de fin que je n'avais pas vu venir du tout. Ça m'a saisi
Et c'est le twist qui vous plaque contre le mur ou bah en fait vous pleurez, voilà, tout simplement, et vous vous dites mais non c'est pas possible. Et voilà, je peux juste vous dire ça, donc allez le voir, je peux que vous le conseiller, je vous mets l'affiche ici, s'il est encore au cinéma, je pense qu'il est encore au cinéma dans certaines salles, vraiment allez-y mais les yeux fermés. Voilà, c'est la fin de mes petites recommandations culturelles. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais de ce pas aller monter cette vidéo et vous la poster demain sans faute et vous faire clairement un chapitrage parce que la vidéo est très très longue. Voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve plus tard dans tous les cas.